eu un contact sur connexion. Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième série de webinaires Senji que nous sommes heureux de partager avec vous. Ce thème aujourd'hui sera sur le stockage de l'énergie solaire, qui est une véritable révolution déjà en marche. Et nous sommes heureux de présenter les dernières innovations qui ont déjà été installées par les équipes Senji et d'autres sur lesquelles on travaille encore. Je suis très heureuse de partager avec mon équipe notre passion pour l'énergie solaire pendant cette période de confinement et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Je laisse sans plus attendre la parole à notre animatrice de choc, Madame Madi, notre directrice communication et commerciale. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Ravi de lancer cette deuxième session de webinaire de Senji. La première a été avec succès et pour l'instant, hier, ça s'est bien passé. Nous avons parlé de l'autoconsommation. Aujourd'hui, nous parlerons de stockage. Demain, nous parlerons de générateurs solaires et après-demain, nous parlerons de l'éclairage solaire. Donc, je serai l'animatrice de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation sur l'onglet à droite, sur la partie discussion ou sur la partie Q&R. Donc, nous répondrons à ces questions-là pendant des pauses que nous avons déterminées tout au long de la présentation et nous échangerons avec vous avec plaisir pour vous transmettre le meilleur de nous sur la partie stockage. Donc, sans plus tarder, je lance ce webinaire. Donc, je vais commencer. Donc, aujourd'hui, nous traiterons le stockage de l'énergie qui est devenu aujourd'hui vraiment une révolution pour l'avenir. Avant de commencer, je présenterai notre entreprise. Donc, nous sommes un bureau d'études et de développement de projets solaires en France et en Algérie. On a été fondé en 2014 avec pour objectif principal, c'était d'apporter de l'énergie solaire partout et pour tous et selon des besoins spécifiques de nos clients. Donc, nous sommes une équipe d'ingénieurs passionnés par le métier du solaire et j'espère que nous vous transmettrons cette passion tout au long de ce webinaire. Et nous avons comme vraiment objectif aussi, c'est de préserver notre environnement avec des projets que nous réalisons. Pour cela, donc, nous activons dans une chaîne de valeur assez complète. Nous commençons par la partie pré-étude, installation, réalisation et aussi exploitation et garantie. Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires et de fournisseurs avec qui nous travaillons d'une façon continue pour pouvoir apporter le meilleur des solutions avec un niveau de qualité que nos clients recherchent et bien sûr nos ingénieurs sont certifiés et notre entreprise est certifiée par différents organismes pour pouvoir donner ce niveau de qualité qu'on promet à nos clients. Donc, nous avons été portés par cette passion du solaire à travers notre fondatrice, Madame Myriam Fournier-Cassimi, qui est entrepreneur depuis quelques années et qui a vraiment cette ambition pour l'électrification et l'énergie solaire en Afrique. Et elle nous a transmis cette passion que nous avons tous pris avec cœur. Donc, sur ce webinaire, il y aura avec moi Walid Temem, notre ingénieur d'études et d'exploitation chez Senji, qui est expert dans la partie stockage, mais aussi sur la partie exploitation. Et avec nous aussi, il y aura Sabrina Nouairi, qui est ingénieure technico-commerciale et qui est chargée de tout ce qui est chiffrage de projet et réalisation. Donc, sur ce webinaire, nous allons traiter plusieurs points. Pour commencer, nous vous donnerons un aperçu du stockage de l'énergie au niveau mondial avec un petit aperçu du marché du photovoltaïque et du stockage. Nous parlerons après des avantages du stockage de l'énergie et des besoins des différents utilisateurs pour la mise en place de stockage. Nous passerons après vers les principes de fonctionnement et les différentes technologies de batteries de stockage avec les avantages et les inconvénients des différentes technologies pour terminer avec la partie dimensionnement
et nous vous donnerons ensuite un aperçu des solutions que nous proposons avec notre partenaire TESVolt et quelques exemples d'installation avec notre retour d'expérience. Donc, je laisse la main à Sabrina qui commencera par la deuxième partie. Donc, comme je vous le disais, nous ferons quelques pauses au cours de l'intervention pour prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. À toi, Sabrina. Merci, Madame Madi. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, dans cette partie, nous allons vous parler du stockage de l'énergie solaire et de son évolution dans le marché mondial du photovoltaïque. Alors, comme on le sait tous, l'énergie solaire est une source renouvelable qui devient très économique ces dernières années et les hausses constantes des prix de l'électricité unies à l'optimisation des prix des installations solaires, ce qui engendre bien évidemment l'investissement ou plutôt l'augmentation de l'investissement dans les différentes technologies qui composent les systèmes solaires. Et parmi ces technologies, nous avons le stockage de l'énergie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les capacités de stockage d'énergie ne cessent d'évoluer ces dernières années. Comme on peut le remarquer sur la figure qui vient de s'afficher sur votre gauche. Alors, cette figure représente l'évolution de la capacité de stockage depuis l'année 97 jusqu'à 2018, selon US Department of Energy. Alors, nous remarquons une augmentation régulière chaque 5 ans, depuis 1997 jusqu'à 2017. Par ailleurs, nous remarquons le même pourcentage d'évolution, mais en seulement une année, entre 2017 et 2018. Cette évolution laisse place à un développement important des technologies de stockage, ce qui mènera certainement à une baisse des prix des technologies, comme l'a annoncé l'IRENA. Nous pouvons le constater sur la figure qui se trouve sur votre droite. Alors, cette figure représente les perspectives de baisse des prix de différentes technologies, comme le plomb, le redox ou encore le lithium. Alors, nous constatons, selon ces perspectives, que toutes les technologies de stockage vont baisser en termes de prix de près des 2/3 d'ici l'année 2030. Mais celle qui va baisser drastiquement, toujours en termes de prix, c'est bien le lithium. D'ailleurs, le lithium commence à prendre le lead du marché du photovoltaïque. Alors, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que plus les technologies s'améliorent et les prix baissent, plus le marché du photovoltaïque va être stimulé d'une manière spectaculaire. Nous passons maintenant à une partie très cruciale. En fait, dans cette partie, nous allons vous parler des principaux avantages d'un système de stockage solaire. Quelques points vous seront détaillés dans la suite de notre présentation. Alors, nous commençons par le premier point. Alors, le premier point représente un avantage élémentaire et c'est une fonction basique d'un système de stockage, c'est bien la capacité et la réserve d'énergie. Un autre avantage, c'est qu'il nous permet d'écréter les pics de consommation, c'est-à-dire qu'un système de stockage d'énergie procède à la correction des pics de consommation et à la stabilisation de cette dernière. Un autre point, c'est qu'il nous permet de supprimer la perturbation du réseau électrique tout en améliorant la stabilité du réseau en ajustant sa fréquence. Un système de stockage servira aussi à être utilisé en tant qu'alimentation de secours, c'est-à-dire en cas de coupure du réseau électrique, l'énergie stockée dans les batteries servira à alimenter nos charges en cas de besoin. Il servira aussi à renforcer la production de l'énergie solaire en optimisant notre autoconsommation. Ce point vous sera expliqué en détail lorsqu'on va passer aux différents comportements d'un système de stockage. Alors, nous avons ici un autre avantage qui est le microgrid. Alors, il faut savoir qu'un système solaire avec ce stockage d'énergie vous permet de créer votre propre réseau et vous donne l'opportunité de consommer votre propre énergie produite. Nous passons aussi à un autre point, un autre avantage qui est le load shifting. Alors le load shifting, c'est-à-dire le transfert de charge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un système de stockage nous donne la possibilité de répartir nos charges dans le temps, c'est-à-dire nous avons la possibilité de déplacer notre consommation à une période souhaitée. Et enfin, c'est un système qui se déclenche à la demande, c'est-à-dire nous avons une disponibilité immédiate d'une alimentation électrique lorsqu'on en a besoin.
Alors, nous passons maintenant au principe de fonctionnement d'une installation solaire. Comme vous voyez sous vos yeux, vous voyez un schéma synoptique. Alors, le schéma synoptique représente une installation solaire avec stockage batterie qui est raccordée au réseau. C'est une configuration qui est très fréquemment utilisée. Alors, le principe de fonctionnement est comme suit. En premier lieu, le champ photovoltaïque va alimenter l'onduleur d'injection qui va à son tour convertir le courant DC issu des panneaux photovoltaïques, qui va le convertir en courant AC, en courant alternatif, qui va directement injecter dans le réseau local qui alimente les charges. L'onduleur chargeur en jaune, à son tour, va servir à charger les batteries à partir du surplus de l'énergie produite durant la journée. Alors, cette énergie stockée va servir soit à optimiser notre autoconsommation ou bien à être utilisée en tant qu'alimentation de secours ou tout simplement à alimenter nos charges la nuit. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique-là, alors ce graphique-là représente la courbe de production. C'est une courbe de production de l'une de nos installations que nous avons réalisée à Hassi Messaoud. C'est une configuration en off-grid. Alors, on peut voir ce qui est en bleu, c'est la courbe de production, et ce qui est en orange, c'est la courbe de consommation. Alors, la partie assurée en bleu que vous voyez que vous voyez là, c'est le surplus, c'est l'excédent de l'énergie produite journalière qui va servir à charger les batteries. Et cette énergie stockée va être consommée plus tard dans la nuit, par exemple. Nous passons maintenant aux différents comportements d'un système solaire avec stockage d'énergie. Walid, je vous laisse la parole. Merci Sabrina, bonjour à tous, bienvenue au webinaire Sunji. Alors ici, on va parler des différents comportements des différents systèmes et des différentes configurations. On va commencer par la première, optimisation de l'autoconsommation. C'est une installation comme décrite par ma collègue, champ photovoltaïque, onduleur solaire, onduleur chargeur, batterie et connexion au réseau. Alors, on a sur l'axe vertical l'énergie en kilowattheure, sur l'axe horizontal les heures d'une journée. En bleu, la courbe en bleu va représenter notre production solaire. La courbe orange va représenter les charges. La courbe jaune va représenter le comportement des batteries. Et enfin, en vert, c'est le comportement du réseau public. Donc, on va commencer. La nuit, c'est le réseau qui va alimenter les charges jusqu'au moment où il y a assez de rayonnement solaire à l'aube pour produire de l'électricité depuis le solaire. Et donc, on a une phase de transition qui va s'opérer entre le réseau et l'onduleur solaire. Et on va voir une partie où c'est le réseau et l'onduleur solaire qui vont alimenter les charges en même temps. Les énergies vont s'additionner. À un moment donné, on a assez d'énergie produite par le champ photovoltaïque pour alimenter l'ensemble des charges. Vers 9h, 10h, on a un excédent qui va être envoyé vers la batterie. Donc, on va stocker l'excédent de l'énergie dans la batterie durant toute la période où on a un excédent. Un peu plus tard dans la journée, lorsque le rayonnement solaire va décroître, c'est la batterie qui va aider l'onduleur solaire pour alimenter les charges. Et en fait, ce qu'on arrive à faire ici, c'est comme si on prolongeait l'exposition au soleil de notre champ photovoltaïque grâce aux batteries. Donc, on a optimisé l'autoconsommation. Donc, une fois que la batterie va se décharger, se vider, selon les paramétrages qu'on a au préalable ajoutés à notre onduleur, c'est le réseau qui va reprendre l'alimentation des charges. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le parc de batterie ne va pas être important en termes de taille. Le champ photovoltaïque va produire de l'électricité, l'injecter dans le réseau local et le surplus va être utilisé pour augmenter notre taux d'autoconsommation. On passe
au graphe suivant, système isolé ou système off-grid. Ici, à la différence du premier graphe ou du premier système, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion au réseau. Donc, dans ce système-là, système isolé, champ photovoltaïque, onduleur solaire, onduleur chargeur et batterie directement raccordés aux charges. Donc, on voit bien que durant la nuit, c'est la batterie qui va alimenter les charges jusqu'au moment où, à l'aube, le rayonnement solaire est suffisant pour commencer à injecter de la puissance dans le réseau généré par nos onduleurs de batterie, jusqu'au moment où on a assez de puissance qui nous vient de l'onduleur solaire pour alimenter les charges et recharger la batterie. Et donc l'excédent est envoyé vers la batterie. Cet excédent va bien sûr nous servir à alimenter les charges durant la nuit qui va venir. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dimensionnement diffère. La taille des batteries et la taille du champ photovoltaïque dépendent de la charge et sont généralement en une certaine capacité qui est plus importante que sur le premier système. Nous passons au quatrième graphe relatif au comportement d'un système backup. Ici, nous avons une installation solaire connectée au réseau avec un système de batterie, onduleurs de batterie, qui sont en alimentation de secours ou backup. Donc, durant la nuit, on a une coupure d'électricité. C'est la batterie qui va reprendre le relais et alimenter les charges jusqu'au moment où le réseau va revenir. La batterie va se mettre en stand-by et c'est le réseau qui continue à alimenter les charges. Tout comme le premier système, à un moment donné, on a assez de rayonnement solaire pour injecter assez de puissance dans le réseau pour alimenter les charges. Et on a cette fameuse phase de transition où l'énergie pompée depuis le réseau et l'énergie extraite depuis le solaire vont s'additionner pour alimenter les charges. Vers midi, on a un excédent. Ce surplus va être envoyé vers la batterie qui s'est déchargée durant la nuit et pour qu'elle soit prête pour, en cas de coupure d'électricité qui va subvenir durant la journée. Un peu plus tard dans la journée, le rayonnement solaire n'est plus suffisant pour alimenter les charges. C'est le réseau qui commence à, dans un premier temps, soutenir l'onduleur solaire, puis totalement le remplacer pour alimenter les charges. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas réellement de rapport entre le système solaire et le stockage. Le stockage va dépendre des charges qu'on veut secourir, qu'on veut alimenter. L'onduleur solaire va être, lui, dimensionné selon la charge et selon les besoins du client pour réduire efficacement la facture d'électricité. On passe à la dernière configuration qu'on a décidé de vous exposer, la configuration dite écrêtage de la consommation, ou en anglais peak load shaving. C'est une utilisation assez particulière des parcs de batterie. C'est plutôt adapté à des charges très grandes, on va dire, type industriel, où on ne va pas pouvoir déplacer l'utilisation de certains équipements énergivores dans le temps. Et donc, on a un problème, ces équipements-là vont consommer de l'énergie au moment où le kilowattheure est supposément cher, où l'appel de courant va nous poser un problème. Donc, on a la courbe qui est en rouge qui correspond à la consommation réelle, la courbe qui est en gris qui correspond à la consommation qu'on a corrigée, et en jaune, le comportement de la batterie. Donc, très tôt dans la journée, lorsque la consommation est au plus bas, on va charger les batteries. Alors, on peut bien sûr charger les batteries depuis le réseau ou depuis un système solaire qu'on a installé. Une fois que les batteries sont chargées, lorsque survient le pic de consommation, on va utiliser cette énergie qu'on a stockée pour éliminer ce pic de consommation et on voit bien la différence entre la courbe qui est en rouge et la courbe qui est en gris. Ça nous montre bien que la consommation a été écrêtée, corrigée ou lissée, sans dépasser une certaine valeur, une valeur qu'on a au préalable paramétrée.
Donc, dans ce genre de système, le parc de batterie est généralement assez important et va fonctionner selon un paramétrage bien précis ou un paramétrage horaire ou par rapport à la consommation bien précis qui a été au préalable déterminé avec le client. Nous passons maintenant à un exemple d'un comportement d'un système backup, d'un système solaire avec stockage de l'énergie. Alors ici, nous avons encore une fois l'axe vertical, c'est les énergies en kilowattheures et l'axe horizontal, c'est les heures de la journée. Donc, on a un système solaire qui va pouvoir produire de l'électricité une fois qu'il y a du rayonnement solaire et c'est ce qui se produit, la courbe en bleu. Et donc, on produit de l'électricité qu'on injecte dans le réseau local, électricité qui est consommée directement. À un moment donné, vers 12h40, il y a une coupure d'électricité. L'onduleur d'injection se coupe. C'est les onduleurs batteries qui vont générer un réseau, un microgrid, depuis les batteries et alimenter les charges. Une fois qu'on a alimenté les charges, l'onduleur chargeur va pouvoir, lui, se greffer au nouveau réseau qu'on a créé depuis les batteries et alimenter les charges. Donc, durant toute la première période où on a un rayonnement solaire suffisant pour alimenter les charges, c'est le solaire qui va alimenter les charges et non pas les batteries. Un peu plus tard dans la journée, lorsque le rayonnement solaire décroît, c'est la batterie qui va venir dans un premier temps soutenir l'onduleur solaire, puis totalement le remplacer pour alimenter les charges. Donc, on voit bien que la courbe de production va baisser à un certain niveau et rester constante, non pas que le rayonnement solaire a changé ou il y a de l'ombrage, c'est juste que dans ce système, on alimente que certaines charges, c'est que certaines charges qui sont secourues. Ce n'est pas toutes les charges de l'installation qui sont secourues. Donc, à 18h30, le réseau revient, on recharge la batterie rapidement et comme ça, on a une batterie rechargée qui est prête pour une autre coupure d'électricité si jamais elle survient. Ici, c'est un comportement très intéressant à observer, très instructif. On voit bien que le solaire et les batteries vont fonctionner ensemble lorsqu'il y a une coupure d'électricité durant la journée, et ce qui a comme avantage d'accroître considérablement l'autonomie de nos batteries. Alors, normalement, maintenant, si je passe la parole à ma collègue Zohar. Merci Walid pour cette partie de présentation qui récapitule les différents types d'installations avec stockage. Je ne sais pas si Madame, est-ce que tu veux compléter quelque chose avant de passer aux questions? Oui, merci Walid et merci Sabrina. C'était très clair et très instructif, j'espère, pour les spectateurs. On passe vite, mais le message qui est à comprendre ici, c'est que pour une même batterie, vous pouvez avoir plusieurs usages de cette batterie, des usages auxquels il n'est pas évident de penser. C'est ce que vous a présenté Sabrina tout à l'heure, avec encore d'autres fonctionnalités. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que la batterie est en train de jouer un rôle à l'intérieur même du système électrique et du système photovoltaïque un peu différent. Et du coup, les producteurs de cette chimie et de cette électronique se sont adaptés. Donc, le marché a émis des besoins différents, les producteurs y ont répondu et nous, ingénieurs et intégrateurs au milieu, on s'est bien sûr adapté à ça. Ce qui est intéressant, c'est toutes les autres possibilités, comme notamment l'écrêtage. Quand on va avoir aujourd'hui un algorithme à gérer en fonction de la puissance qui est appelée par les charges, de la production photovoltaïque en cours, donc aussi en fonction de l'heure dans la journée, de la capacité d'énergie réellement disponible à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir prendre un certain nombre de décisions en temps réel. Est-ce qu'il vaut mieux consommer cette énergie? Est-ce qu'il vaut mieux la stocker dans les batteries?
Est-ce qu'il faut l'injecter sur le réseau dans le cas où il y a un achat de cette énergie, du surplus? Et toutes ces décisions-là vont être fonction de paramètres financiers, techniques, mais également du besoin du client qu'il aurait émis en se disant, voilà, moi je veux avoir une super sécurité, ou bien je ne veux pas dépasser la puissance appelée de mes compteurs qui risquent de me faire que les disjoncteurs se déclenchent. Et en fonction de tout ça, ces données-là sont traitées en temps réel pour pouvoir agir. Et ensuite, on l'a vu hier dans les différentes phases de la méthode que l'on déploie pour l'autoconsommation, avec vous, on détermine quels vont être réellement les besoins et on regarde encore les courbes. Et c'est tout l'objet des discussions que Zohar vous présentait hier après la mise en service sur la phase d'exploitation, où on vient calibrer encore l'usage de votre batterie et puis l'usage de votre installation. Donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Aujourd'hui, c'est la tendance du marché parce qu'on a de la donnée, on a la capacité d'agir sur la production et la capacité d'agir sur la consommation pour lisser au mieux l'adéquation entre les besoins, la charge disponible et la production disponible, et puis de l'autre côté, l'optimisation bien sûr du rendement et de la rentabilité du projet. Je rebondis sur ça par rapport à ce que tu es en train de dire, Myriam. Effectivement, donc, cette partie dimensionnement de batterie colle vraiment avec le besoin qu'on détermine avec le client, avec l'utilisateur final. Et peut-être pour compléter ça, ce serait bien qu'on lance un sondage pour voir quels sont les différents besoins que vous avez, vous, en matière de stockage d'énergie et pourquoi allez-vous vous diriger vers le stockage d'énergie. Donc, je lance un vote. Je laisse Myriam encore donner quelques explications avant de récolter vos avis et on en discutera. Je te laisse terminer, Myriam. Oui, très bien, merci Zohar. Comme vous le présentez, Walid, sur l'écrêtage, par exemple, qu'est-ce qu'il peut se passer? Vous avez un appel de puissance à un instant T plus important que ce que votre compteur rend disponible ou bien ce que les onduleurs ont comme puissance cumulée selon qu'on les a mis en parallèle ou en série. Donc, à ce moment-là, vous avez un risque que les onduleurs se mettent en arrêt ou bien que votre compteur Sonelgaz ou EDF ou peu importe disjoncte parce que l'appel de puissance est trop important. Donc, à ce moment-là, on peut tout à fait lisser cette puissance en décalant de quelques secondes seulement les appels de puissance correspondants parce qu'on les aura analysés. On pense à la clim, on pense à des moteurs dans les industries qui devront démarrer tous ensemble, par exemple. Mais de la même façon, cette puissance, elle peut être décalée, par exemple, en fonction de votre grille tarifaire de facturation du réseau conventionnel. Donc, il y a des heures de pointe, il y a des heures où l'électricité est moins chère que d'autres. La nuit, souvent, l'électricité dans tous les réseaux conventionnels est moins chère. Donc, autant que faire se peut, de la même façon, ça va permettre d'écréter ces pics de consommation. C'est très utile pour les régulateurs, c'est très utile pour les opérateurs système dans les pays. Et du coup, beaucoup de solutions de stockage aujourd'hui, je parle de gigawattheures, sont installées en Australie, au UK, aux États-Unis aussi. Et en fait, ces batteries, elles jouent le rôle de stabilisateur et de régulateur en écrétant aussi parfois les pics de consommation. Ce qui évite d'avoir des stress sur les réseaux électriques conventionnels, mais également de ne pas envoyer de la puissance par des centrales thermiques ou des centrales donc nucléaires, gaz, ou bien des centrales électriques précédentes, par exemple le charbon. Et en fait, plutôt que d'envoyer cette puissance-là, on va essayer de la lisser sur le temps. Et ça, les batteries peuvent vraiment le proposer aujourd'hui. D'accord, merci Myriam. Donc, on a reçu des réponses sur notre sondage. Je vais l'arrêter et vous afficher les résultats. Donc, en majorité, c'est assez partagé. Hein. Les retours sont assez partagés. On est sur des besoins en écrêtage des pics de consommation, sur des besoins pour une réponse immédiate de la disponibilité d'énergie, mais aussi sur le renforcement de la production de l'énergie solaire.
tout ça, c'est des fonctions effectivement qui sont, que le stockage d'énergie solaire donne et sur lesquelles souvent nos clients demandent des fois même plusieurs besoins en même temps pour une mise en place et pour avoir une certaine tranquillité sur leur installation solaire. Absolument. Justement, tu as raison là-dessus. Ce pas des besoins qui sont indépendants. Ils peuvent être gérés, encore une fois, en fonction de la chimie, des batteries et de l'électronique. On va y revenir juste après. Ils peuvent être gérés en même temps. Finalement, on va pouvoir demander à la batterie plusieurs fonctions au même moment. Ça va dépendre, encore une fois, des paramétrages et des algorithmes et du pilotage qu'on va mettre derrière ces batteries. Et pour ça, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses que l'on a mises à disposition. Bien sûr, la raison principale, c'est d'avoir du stockage de l'énergie et une immédiateté de la demande. Donc, vous voulez de l'énergie, vous en avez. Là où le groupe électrogène au diesel vous envoie de la puissance, c'est son grand avantage, mais il met 12 secondes à démarrer. Donc, quand on a eu une coupure d'électricité, bon, il y a un temps pendant lequel il n'y a plus d'électricité, donc c'est des onduleurs UPS qui prenaient le relais. Et bien là, le stockage de l'énergie, exactement comme faisait le reste, va vous envoyer de l'énergie immédiatement. Et le coût et le pilotage vraiment de tout ça doit être bien optimisé. Et les autres innovations qu'on voit aujourd'hui et qu'on a mises à disposition déjà dans nos projets, eh bien, c'est cette grande modularité. Vous pouvez avoir un petit peu de capacité, kilowattheure, mais sans modifier. Après, vous ajoutez au fur et à mesure de vos besoins des kilowattheures disponibles. Et comme le disait Sabrina, le lithium a des grandes promesses. Le nickel, cadmium et NiMH en avaient déjà pas mal. Mais ce qui est intéressant là, c'est les prix drastiquement en baisse sur ces solutions-là. Et donc, ils ont des fonctionnalités plus intéressantes qui augmentent le champ des possibles, ils deviennent moins chers et ils s'adaptent parfaitement à l'évolution de vos besoins dans le temps en modularité. C'est pour ça qu'on considère vraiment que c'est une révolution dans le secteur de l'énergie à venir et déjà en cours. Merci Myriam. On prend quelques questions. Donc, première question sur diapo 11. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il n'y a pas d'alimentation de 1 heure à 3 heures sur le graphique diapo 11? Tu peux le mettre, Sabrina? Oui, Walid, je vous invite à reprendre cette coupure d'électricité sur un cas réel et à expliquer ce que vous avez fait. Alors ici, c'est juste pour l'exemple, pour bien montrer que si une coupure d'électricité arrive durant la nuit, pas besoin du solaire ou une dépendance au solaire, c'est les batteries qui vont reprendre le relais instantanément. Donc c'est juste un exemple, on a mis de 1 heure à 3 heures. Un peu plus loin, on a expliqué, on a à peu près le même cas, c'est une coupure d'électricité qui va arriver à midi et qui dure très longtemps jusqu'à 18 heures. Et on voit le comportement du système. C'est la batterie qui va reprendre le relais et le solaire qui va se greffer dessus et injecter la puissance dont on a besoin pour alimenter les charges. Donc, sur le premier cas, c'est juste un exemple pour montrer que la batterie va pouvoir réagir de la même manière durant la nuit ou durant la journée, c'est-à-dire une réponse extrêmement rapide à une coupure ou même s'il n'y a pas de coupure d'électricité, c'est juste que les valeurs de tension ne correspondent pas à la plage de fonctionnement de nos équipements, elle va reprendre le relais et alimenter les charges. Donc la coupure d'électricité ici, c'était juste pour l'exemple. Sabrina, si tu veux bien montrer l'autre graphe qui montre. Alors ici, on a une coupure d'électricité qui arrive à midi. Et on voit bien que si on regarde bien sur le graphe, en jaune, on a un léger changement sur le comportement de la batterie. C'est parce qu'elle a repris le relais, mais elle s'est rendue compte qu'il y a assez de puissance depuis le solaire pour alimenter ces charges-là que depuis le solaire. Et donc, on ne décharge quasiment pas la batterie jusqu'au moment où le rayonnement solaire décroît et c'est la batterie qui va reprendre le relais.
C'est ça, absolument. Sur ce cas-là, on est en pleine journée. La charge qui est appelée est suffisamment couverte par la production solaire. La batterie a un signal, elle sent que le réseau conventionnel n'est plus là, donc il y a une coupure d'électricité, mais elle n'agit pas parce qu'elle sait que la production solaire est suffisante pour les charges. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez la production solaire diminue parce qu'en fait, jusqu'à ce que le réseau était disponible, elle injectait et elle pouvait aller dans le réseau conventionnel du client, dans le réseau local. Mais dès lors qu'il n'y a plus suffisamment il n'y a plus de réseau, elle n'alimente que les charges vitales qu'on a déterminées avec le client. Encore une fois, la batterie, elle se tient prête à réagir, mais elle ne réagit pas parce qu'elle voit bien que production est supérieure à consommation. Ce qui se passe un peu plus tard, comme vous le disiez très justement, Walid, dans la journée, aux alentours de 17h, 18h, le rayonnement solaire diminue progressivement et la batterie sent qu'il y a moins d'énergie en production solaire, que le réseau n'est toujours pas disponible et donc elle prend le relais progressivement en support. Et les charges et le client ne sentent absolument rien. Il voit une source d'énergie, il voit des électrons et le reste n'est absolument pas sensible. Toutes les charges sont allumées de la même façon. Pour en revenir sur le slide précédent, Sabrina, si vous voulez bien, sur ce qui s'est passé la nuit, voilà, Walid vous a réexpliqué. Ayez bien en tête que là, on est sur une solution dont la fonction est backup. Donc, la batterie, elle n'agit que pour venir en alimentation de secours. Donc, on constate à 1h du matin une coupure d'électricité. La batterie est chargée, elle est à 100%. Donc, elle a toute sa capacité qui est pleine. Et c'est suffisant pour alimenter les charges vitales parce que ça a été dimensionné et calibré par les équipes du client et les nôtres là-dessus. Donc, le réseau disparaît à une coupure d'électricité, une surtension, une sous-tension, peu importe. Il disparaît. Automatiquement, la batterie prend le relais puisque là, il n'y a pas de solaire, on est pendant la nuit. Elle prend le relais pendant les 2 heures, elle se décharge et lorsque le réseau revient, progressivement ou soudainement, elle prend le relais et elle se remet en veille. Mais là, on n'a pas programmé que c'est le réseau qui la recharge. Donc, la batterie va attendre tranquillement que vers midi, le solaire dépasse la charge appelée et le solaire, le surplus, va cette fois-ci recharger la batterie. Mais on aurait pu tout à fait imaginer, et c'est le cas sur d'autres besoins, que la batterie soit rechargée par le réseau, ce qu'elle est tout à fait capable de faire également. Ok, merci Myriam. Une deuxième question. Pouvez-vous nous réexpliquer la partie correction des pics de consommation? Comment est traité le surplus de conso? Walid? Alors oui, alors si on peut revenir au... Alors ici, comment est géré le surplus de la consommation? Sabrina, c'est le slide écrêtage. Merci. Alors, ici, le comportement de la batterie va dépendre d'un paramétrage qu'on va établir au préalable. Et comment on l'a établi ce paramétrage, c'est en posant des enregistreurs de données et en identifiant les pics de courant qu'on veut lisser. Ici, par exemple, on a un pic de consommation de 13 heures à quasiment 17 heures. Donc, c'est un pic de consommation qui va dépasser une certaine valeur que notre client ne veut pas dépasser en termes de consommation. Pour des raisons toutes simples, comme évoqué par Myriam, soit c'est le compteur d'électricité qui est limité, on a un certain nombre de kilowattheures qu'on ne peut pas dépasser, ou par des équipements, un transformateur, des onduleurs, des UPS, ou encore juste à cause du prix du kilowattheure. Par exemple, dans le cas où il y a des tranches tarifaires, si on dépasse une certaine consommation, le prix du kilowattheure va augmenter d'un certain pourcentage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la batterie comme source
et lisser en fait cette consommation. Comment? En l'activant au moment même où le pic de consommation va arriver. Donc, typiquement, si on allume un four à un moment T, on va faire en sorte de décharger la batterie au même moment et ainsi, du point de vue du compteur d'électricité, il n'y a pas de grande différence. Et c'est la courbe qui est en gris. En fait, elle représente la consommation corrigée ou bien la consommation ressentie par le compteur d'électricité. Le compteur d'électricité ne va pas voir le pic de consommation représenté par la courbe rouge. Merci Walid. Ismaël, j'espère qu'on a répondu à votre question, qu'on vous a donné un peu plus de détails sur cette partie correction des pics de consommation. J'ai une autre question. Donc, on aimerait bien comprendre comment fonctionne une installation où il y a des batteries, du réseau et un groupe électrogène. Comment les différentes sources d'énergie reprennent le relais et comment ça fonctionne? Alors, bien sûr, c'est tout simple, ça dépend de ce qu'on veut faire des trois sources d'énergie. Il y a tout un travail de priorisation des sources. Par exemple, on peut très bien imaginer un comportement où on va alimenter les charges depuis le réseau. S'il y a une coupure d'électricité, c'est le solaire qui va reprendre le relais. Si le solaire la batterie se décharge pendant un certain temps ou n'est pas utilisable, c'est le groupe électrogène. Et vice-versa, ça peut être le solaire qui va être en priorité 1 et le réseau et le groupe électrogène en backup de l'installation. Ça dépend de l'application en fait. Mais la gestion des différentes sources d'énergie est parfaitement faisable et c'est d'ailleurs ce qu'on arrive à faire très facilement. Oui, c'est exactement ça, Walid, c'est exactement ce que vous dites, absolument, c'est une notion de priorisation. Et cette priorisation, elle est donnée, bon, nous on a un devoir de conseil et on s'est expliqué, mais elle est donnée fonction du prix de cette énergie, donc du prix à un instant T qui va influer, donc le prix du groupe électrogène, le prix de la batterie, de la disponibilité, bien sûr, et de la qualité de l'électricité qui vient des trois sources. On appelle ça dans notre jargon AC coupling ou bien DC coupling. Et en fait, AC coupling, c'est qu'en fait, vous avez deux sources de courant alternatif ou trois sources de courant alternatif. La priorité va être donnée à une source d'énergie, mais elle n'est pas du tout étanche, c'est-à-dire qu'au même moment, on peut avoir une deuxième source d'énergie qui vient supporter l'ensemble. J'aime bien prendre l'exemple pour illustrer ça en plomberie. Pendant longtemps, on avait à gauche de l'eau chaude et à droite de l'eau froide. Et puis un jour, les chauffagistes et les plombiers ont inventé le mitigeur. Mais si vous regardez bien, les deux eaux arrivent toujours dans deux conduits différents. Vous avez un conduit d'eau chaude et un conduit d'eau froide. Et c'est seulement au dernier moment dans un mitigeur qu'on va avoir cette eau tiède. Et on va régler la température en changeant son mitigeur. Eh bien, tout ça en électricité, pour vulgariser, mais c'est exactement la même chose. Finalement, on a des qualités d'énergie qui sont différentes, avec des propriétés différentes en termes de fréquence, etc. Et là, nous, on les mélange et on les régule, pour faire simple, enfin nous, l'onduleur et les équipements électriques, et ils vous envoient en support de l'énergie. La même chose en DC coupling. La DC, cette fois-ci, c'est du courant continu, donc entre le photovoltaïque et la batterie. Là aussi, on mélange ces énergies sans que les charges et le client ne se rendent compte de rien. Et il y a un arbitrage qui est fait avec ces différentes sources d'énergie. Tout ça va être géré par de l'électronique, va être géré par des paramétrages qui vont être faits avec un certain nombre de pulsions. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails, mais on est à votre disposition pour y revenir après. Qui vont justement vous permettre d'avoir cette gestion automatique intelligente des différentes sources d'énergie qui sont disponibles. Donc, on agit en fonction du prix, de la qualité, mais bien sûr de la disponibilité. Donc, dès lors qu'on a du solaire et que c'est la journée, on va prioriser le solaire.
quand on a un manquement, on va prendre soit le réseau conventionnel, soit le groupe électrogène en fonction encore d'un certain nombre de paramètres. Ça, c'est quand on est connecté au réseau. Lorsqu'on ne l'est pas, qu'on a donc une source AC qui est le groupe électrogène, on a une source DC, par exemple, qui va être la batterie. Là, de la même façon, les paramétrages sont les mêmes, sachant que le groupe électrogène va mettre 12 secondes à démarrer. Il envoie sa tension de référence, finalement. Donc, il est allumé, il est en fonctionnement, mais on va limiter autant que faire se peut en jouant sur sa tension pour qu'il consomme le moins de fuel possible. Donc, il y a des solutions avec nos partenaires qui s'appellent le Fuel Safe Controller. Il y a des solutions d'AIF et d'autres qui permettent finalement de piloter le groupe électrogène pour l'appeler à bon escient. Donc, on agit sur la production, les sources d'énergie, mais également sur la consommation pour être encore une fois au plus juste en termes d'adéquation et d'équilibrage. Mais le mot à retenir, comme le disait Walid, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Et nous, on va gérer les priorités. Merci Myriam. 2 autres questions qui viennent de tomber. Est-ce qu'on peut régler le débit de charge de la batterie afin de garder toujours de l'énergie en cas de coupure? J'ai pas très bien compris la question, mais je pense que est-ce qu'on peut garder un certain niveau d'énergie stockée dans la batterie pour une coupure bien sûr, on peut garder de l'énergie dans des batteries. Ça, c'est encore une fois, c'est le paramétrage qui va déterminer ça et l'application que vont en faire. Donc, voilà. Ouais, je surveillais la connexion de Walid. À Tlemcen, on est toujours connecté, ça va. Oui, en fait, il y a encore une fois des paramètres qui sont fixés. Je vous prends un exemple. Vous souhaitez avoir, dans un cas 1, une priorité sur telle charge, disons les ordinateurs, la salle, le data center et la salle de serveur. Eh bien, en fonction du moment dans la journée et de la puissance qui est disponible, on va dire, on veut vider, s'il y a un problème de perturbation électrique, on veut vider la batterie, mais pas à moins de 50%, pas à moins de 25%. On va la vider mais si elle atteint 30%, on va mettre ce qu'on appelle des triggers, des déclencheurs, qui vont gérer en fait, en fonction de tous ces paramètres-là, les charges qu'on va alimenter. C'est ce qu'on présentait hier. Donc, on fait de la gestion intelligente avec de la domotique, avec des minuteries, avec du shift loading, comme vous le présentez, Sabrina. Ça paraît comme ça compliqué, mais finalement, c'est que des paramètres dans un système qu'on peut piloter à distance. Et ça, c'est l'électronique qui le fait. D'où l'important pour nous, c'est d'avoir ces données, de vous donner les courbes et de vous expliquer le comportement de votre solution et d'être encore là après. Et du coup, on va pouvoir choisir en fonction de ça. Et la batterie, si elle dépasse 50%, et on a dit qu'on voulait toujours garder 50% pour la nuit, par exemple, et bien lorsqu'elle va être déchargée à 50%, on va délester d'autres charges, par exemple. Et bien sûr, on va avoir des indicateurs et des alertes avant qu'elle atteigne ce seuil et on va diriger les électrons en fonction de ces alertes. Donc, c'est une question absolument intéressante. Le facteur de deep of discharge de la batterie qu'on appelle la profondeur de décharge de la batterie à ce moment-là va être aussi un paramètre de variable de décision du modèle. Très bien. Une autre question, dans quel cas on préfère injecter dans le réseau que de stocker dans les batteries malgré que les batteries ne sont pas chargées? Je peux prendre Walid si vous voulez, mais… Oui. Ouais, là, en fait, celui-là, merci pour la question et ravi que vous soyez encore là à nos webinaires. En Algérie, la question ne se pose pas parce qu'on ne rachète pas l'énergie aujourd'hui en Algérie qui est injectée dans le réseau. Donc, on va toujours essayer de la garder soit dans les batteries ou soit pour injecter dans les charges du client. D'ailleurs, il y a des clients qui injectent le surplus chez les voisins. Par exemple, quand on est dans une copropriété, ça permet de faire fonctionner l'ascenseur, l'éclairage des parties communes ou bien d'autres charges. On va autant que faire se peut limiter l'injection. En revanche, dans des pays comme le UK, la France et la Tunisie désormais, pour ne citer que les voisins les plus proches, et bien là, vous avez un arbitrage parce que vous avez un kilowattheure qui est vendu à X centimes d'euros ou de dinars tunisiens. Et dans ce cas-là, vous allez préférer parfois
charger la batterie un peu plus tard, quitte à la charger avec le réseau quand il sera moins cher et à ce moment-là, injecter votre surplus dans le réseau. Et ça, c'est vraiment des calibrages de priorisation et de décisions en temps réel qui vont être prises. Ça ne s'applique pas encore à l'Algérie pour l'instant. Merci Myriam. Bon, il y a une autre question, mais ça me donne la transition vers la suite. Là, on nous demande quels sont les différents types de batteries. Là, je vais laisser la main à Sabrina qui pourra nous expliquer mieux, vous nous expliquer quelles sont les spécificités des batteries, comment elles fonctionnent. Donc, je te laisse la main, Sabrina. Merci, Sol. Alors, nous passons maintenant à une partie qui est très importante. Alors déjà, il faut savoir qu'avant de choisir sa batterie solaire, nous avons besoin de connaître son aspect chimique et son aspect électronique. Alors, en premier lieu, nous devons savoir que la durée de vie d'une batterie dépend du nombre de cycles et qu'un cycle de charge d'une batterie solaire est terminé lorsque cette dernière est déchargée à 100%. Il existe aussi plusieurs facteurs qui affectent l'état de santé d'une batterie solaire. Et parmi ces facteurs, nous avons la température de la batterie, nous avons l'environnement, c'est-à-dire les conditions climatiques dans lesquelles une batterie solaire est installée, la température et le taux d'humidité, etc. Nous avons aussi un autre facteur qui est la profondeur de décharge, le DOD. Alors, sur ce point, il faut savoir que la profondeur de décharge varie d'une batterie à une autre. Nous pouvons avoir une batterie qui a une profondeur de décharge de 100%, comme nous pouvons avoir une batterie qui a une profondeur de décharge de 30 ou de 50%. Un autre facteur qui affecte l'état de santé d'une batterie est le système de gestion de cette dernière. Et enfin, la maintenance. Alors, vous pouvez voir sur le schéma qui se trouve sur votre droite, c'est un schéma qui représente l'état de charge d'une batterie. Alors, nous avons pris comme exemple ici une batterie qui a une profondeur de décharge de 100%. Vous pouvez voir la partie qui est en vert. Alors, généralement, c'est les batteries en lithium qui ont des profondeurs de décharge de 100%. Alors, les parties qui sont en rouge représentent les états critiques des batteries, c'est-à-dire la décharge profonde et la surcharge. Alors, il faut savoir que la partie qui est en vert représente la partie utilisable d'une batterie. Il faut savoir aussi qu'il existe plusieurs technologies de stockage d'énergie. Parmi ces technologies, nous avons le plomb, nous avons le NiCd, le NiMH ou encore le lithium-ion. Comme on peut le voir sur cette figure, chaque technologie a ses points positifs et ses points négatifs. Si on prend par exemple le plomb, c'est une technologie qui peut être installée seulement dans des conditions climatiques très modérées et elle peut aussi être utilisée pour les installations les peu coûteuses. Contrairement au NiMH, le NiMH, c'est une technologie qui résiste fortement aux conditions climatiques, c'est-à-dire cette technologie résiste aux fortes températures, mais son point négatif reste dans son autodécharge. Alors, son autodécharge est très importante, contrairement au lithium-ion. Alors, le lithium-ion, c'est une technologie qui est très utilisée dans différents secteurs, mais qui commence à prendre le lead dans le marché photovoltaïque. Alors, ses principaux avantages, comme on l'a dit précédemment, c'est sa profondeur de décharge. Les batteries en lithium-ion ont une profondeur de décharge de 100%. Ils nous permettent aussi d'avoir des batteries qui ont un nombre de cycles de plus de 10 000. Et aussi, c'est une technologie qui peut être installée dans des conditions climatiques très extrêmes. Cette technologie supporte les fortes températures et les taux d'humidité les plus élevés. On peut dire que le lithium-ion connaîtra un avenir très prometteur. Nous passons maintenant à l'aspect électronique. Walid, à toi. Merci Sabrina. Alors, comme évoqué par ma collègue Sabrina, la partie chimique est très importante dans une batterie, mais l'autre partie qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui est tout aussi importante, c'est la partie électronique et la gestion des batteries. Donc, déjà, la gestion des batteries se fait grâce à des BMS, Battery Management System. Le BMS est un système de contrôle, un élément indispensable qui surveille les différents
état de la batterie. Tension, température, état de charge, état de santé, courant de charge, courant de décharge et encore bien d'autres paramètres. Alors, il existe différents types de BMS, du plus rudimentaire au plus évolué. Il y a des BMS passifs, c'est-à-dire qu'ils vont juste transmettre une information, tension, courant ou état de charge, comme il y a des BMS actifs qui vont, eux, pouvoir arrêter, limiter le courant de charge ou couper la batterie si elle est en situation critique. Les BMS peuvent aussi être centralisés, c'est-à-dire un même BMS pour un parc de batteries, comme ils peuvent être décentralisés, comme on va le voir un peu plus loin sur l'exemple des batteries Tesvolt, où en fait chaque élément de batterie a son propre BMS. Alors, c'est comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le BMS, c'est le point qui évolue le plus, c'est l'électronique, et plus on va intégrer d'électronique dans ces BMS, plus on va pouvoir utiliser l'énergie stockée dans des batteries, et donc augmenter les performances d'une batterie. Aujourd'hui, les recherches vont même jusqu'à utiliser l'intelligence artificielle pour la gestion des batteries par rapport à son utilisation. Donc, c'est vraiment sur cette partie-là que les batteries vont le plus évoluer. On passe à la partie éléments de batterie et modularité. Alors, des éléments de batterie, il en existe de toutes sortes et de toutes formes, allant de quelques volts jusqu'à une centaine de volts et de quelques ampères-heures jusqu'à des milliers d'ampères-heures. Ça dépend de la technologie, de la taille et aussi de l'utilisation qu'on veut en faire. Parlant de modularité, ça correspond aussi au dimensionnement. C'est le slide suivant. Le dimensionnement d'une batterie est très important. Alors, les points essentiels à connaître pour dimensionner une batterie, c'est les besoins en autonomie, la tension de fonctionnement du système, la puissance d'appel max et la capacité de chaque élément. C'est très important, mais ce ne sont pas tous les paramètres. Il y a encore les paramètres de l'environnement où va être installée la batterie, par exemple, ou l'application qu'on veut en faire. Typiquement, dans une installation domestique, on ne va pas utiliser le même type de batterie que dans une industrie. Ça va dépendre fortement de l'application et de l'utilisation que va en faire notre client. Alors, quand on a dans le petit graphique qu'on a en bas, quand on a deux éléments de batterie de même capacité et de même type, si on les raccorde en série, on va doubler la tension et garder la même capacité. Si on raccorde ces mêmes éléments de batterie en parallèle, on va doubler la capacité et garder la même tension de sortie. Et ce qui se fait le plus souvent, c'est qu'on va combiner parallèle et série pour avoir et tension de fonctionnement du système qui correspond à nos onduleurs et la capacité dont on a besoin. Merci. Je laisse la parole à ma collègue Zohor. Merci Walid. Donc, je continue. Donc, Walid vous a expliqué le fonctionnement d'une batterie, il vous a expliqué les caractéristiques des différentes de la batterie. Sabrina vous a donné un aperçu des différentes technologies de batterie qui existent. Maintenant, moi, je voudrais vous dire notre retour d'expérience sur ça. Donc, sur notre retour d'expérience, on a fait pas mal de tests de batterie. Nous avons testé différentes technologies, bien sûr en les adaptant avec le besoin de nos clients, en les adaptant avec le site du client. Nous avons, sur ces technologies, nous avons fait des tests. Nous avons vu les comportements de ces batteries. Certaines ont donné de très bons résultats, d'autres un peu moins. Et à partir de là, on s'est positionné pour voir
quel serait le meilleur partenaire avec qui on pourrait travailler pour donner ce niveau de qualité attendu, pour donner ces performances attendues et vraiment avoir un bon retour par rapport au fonctionnement et par rapport aux conditions climatiques, surtout en Algérie quand on a des sites où il y a énormément de chaleur. Alors, nous avons travaillé avec TestVolt et après quelques expériences et quelques installations faites que je vais vous exposer tout à l'heure, donc on s'est positionné avec eux, on a fait des formations, on a échangé avec eux, on a donné nos retours d'expérience et à partir de là, donc on est devenu donc senior technical partner de TestVolt avec une certification pour être apte à mettre en service, à faire fonctionner et à gérer ce type de batterie en Algérie. Donc, sur ça, donc, pourquoi on utilise du TestVolt? Parce qu'il y a une certaine simplicité d'utilisation des batteries. C'est des racks. On va le voir un peu plus tard. C'est des racks qui sont facilement installables et qui sont facilement modulables. Donc, on peut faire évoluer l'installation très vite. C'est des batteries qui donnent un assez bon niveau de performance, notamment dans des conditions extrêmes. Il y a une certaine gamme qui est assez large. Nous allons aussi la voir dans les prochaines diapos. Et nous avons bien sûr ce service de garantie, de gestion et d'exploitation de la batterie. Donc, Sabrina, si tu peux avancer sur la prochaine diapo. Donc, Oui, je vous donne un aperçu de la gamme de produits TestVolt sur lesquels on est en train de travailler. Donc, comme vous le voyez, c'est une gamme qui commence de 10 kWh et qui va jusqu'à 307 kWh. Donc, comme je le disais, c'est des modules. On peut faire évoluer l'installation avec des différents paliers de puissance et on peut dire qu'on peut aller vers des solutions vraiment extrêmes avec de très grandes capacités. C'est pratiquement illimité. L'avantage et vraiment la spécificité de ce type de batterie, c'est que c'est des batteries qui sont gérées avec un système intelligent. C'est une technologie assez pointue qui nous permet vraiment d'avoir une gestion à l'intelligence de ces batteries et d'avoir de voir l'évolution réelle qui est constatée sur les technologies de batterie. Il y a un régulateur sur ces batteries, donc comme l'avait expliqué Walid, et il va l'expliquer un peu plus sur le fonctionnement, mais vous allez le voir avec Walid sur la suite, c'est vraiment un fonctionnement assez pratique, un fonctionnement qui permet d'avoir un suivi de l'installation et de gérer comme on veut et selon le besoin de l'utilisateur cette installation qui est mise en place. Donc, je te laisse, Walid, continuer à expliquer le fonctionnement de ces batteries avant de faire une pause et de prendre quelques questions. Alors, merci Isor. Une des fonctionnalités les plus intéressantes sur les batteries TestVolt, c'est les méthodes d'équilibrage. Là, on va faire un petit historique des méthodes d'équilibrage qui ont existé et on va parler de la différence, la plus-value que va ramener TestVolt. Alors, quand on charge une batterie, il faut savoir que c'est comme si on remplissait des tasses de thé. C'est Ramadan oblige, donc c'est comme si on avait des tasses de thé et qu'on les avait remplies à différents niveaux. Donc l'équilibrage passif va consister à en fait prendre la tasse la moins remplie et équilibrer toutes les autres à son niveau en vidant le thé sur les autres tasses. Donc c'est une méthode qui n'est pas très efficace. Concrètement, c'est une batterie est chargée et qu'une autre est moins chargée. On va décharger celle qui est le plus chargée grâce à des résistances et en convertissant cette énergie en chaleur. Donc, c'est une énergie qui va être perdue. Et on va décharger avec des courants très, très faibles. Parce que si on décharge avec des courants plus forts, la chaleur va tellement augmenter qu'on va altérer la batterie. Donc, après, il y a eu une première révolution, c'est l'équilibrage actif unidirectionnel.
Si on reprend l'image du tasse de thé, c'est comme si on prenait la première tasse de thé et qu'on la vidait dans la deuxième, puis dans la troisième, jusqu'à équilibrer les tasses. Donc, dans des éléments de batterie, on va décharger la première dans la deuxième et la deuxième dans la troisième dans la quatrième. Ce transfert d'énergie est très intéressant, beaucoup plus intéressant que le premier système qui était passif, avec un courant d'équilibrage de 3 ampères. Et c'est ce qui est en fait le plus utilisé dans nos téléphones, dans nos ordis, c'est la méthode la plus utilisée. La révolution, c'est l'optimiseur de batterie actif, ou appelé en anglais ABO. C'est en fait une méthode d'équilibrage actif et intelligente et on va en fait pouvoir décharger et charger depuis chaque élément de batterie ou depuis chaque tasse de thé de façon précise et ciblée, avec un courant d'équilibrage très élevé, c'est-à-dire 5 ampères. Donc, l'équilibrage va se faire très très vite, 100 fois plus vite que la première méthode qui est passive, et avec un minimum de pertes. Et cet avantage va nous permettre de moins faire chauffer les batteries, donc augmenter leur durée de vie. Le deuxième point positif, c'est que l'équilibrage va se faire très très vite. Les cellules vont être équilibrées de manière uniforme très rapidement. Le déploiement de l'énergie va être beaucoup plus simple après parce que toutes les batteries sont au même niveau, donc elles vont donner la même énergie en même temps. Et c'est un des points qui m'a personnellement le plus intéressé sur cette batterie-là. On passe au slide suivant. Ici, on va parler en fait du plus petit élément de la batterie Tesvolt qui est la cellule. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules utilisées dans les batteries Tesvolt sont issues de l'industrie automobile et c'est une très grande marque qui utilise ces cellules pour hybrider ces véhicules ou pour des véhicules électriques. BMW a utilisé ces cellules-là et à cause de cette technologie, on a un maximum de sécurité parce que ces cellules-là ont été prévues pour en fait passer les crash tests des voitures. Donc, on a 5 niveaux de protection. On a une protection contre les surcharges, une protection contre les surpressions, une fusible par chaque cellule, des protections grâce à des couches de céramique et des protections anti-clous. C'est très intéressant. Et en fait, c'est le dernier rempart d'une série de protections. Le dernier étant la cellule. Mais avant ça, on a parlé de l'ABU, qui est l'optimiseur actif de la batterie. Encore plus haut, c'est le BMS, qui est appelé chez Tesvolt APU, Active Power Unit, qui va lui pouvoir gérer tous les paramètres de la batterie, tension, température, state of charge, state of health, c'est-à-dire état de charge et état de santé, mais aussi les courants qui vont passer vers la batterie ou sortir depuis la batterie. Donc cet APU va communiquer avec l'onduleur chargeur, qui est la première sécurité de notre système, grâce au paramétrage qu'on va intégrer dessus. Et donc, l'APU va transmettre cette information à l'onduleur chargeur. Et s'il n'y a pas de réponse, l'APU va prendre le lead et couper en cas de problème. Donc, on a 4 niveaux de protection sur les batteries Tesvolt grâce aux onduleurs SMA et aux APU de chez Tesvolt et les cellules de chez Samsung. Donc, c'est vraiment, en termes de sécurité, c'est d'ailleurs pour cela qu'on a choisi cette marque et on a choisi de travailler avec cette marque. C'est vraiment très sûr et il n'y aura jamais de problème parce qu'il y a énormément d'étapes avant que la cellule ne se coupe ou ne commence à utiliser le fusible qui est intégré. Je te passe la parole pour la partie
réalisation, ou bien on fait la pause pour les Voilà, questions? j'ai enlevé mon micro. Alors, donc, je pense qu'on va donner un petit retour d'expérience sur nos installations. À partir de là, on pourra prendre quelques questions sur cela. Donc, on a choisi de vous donner un aperçu de deux installations c'est surtout dans le sud algérien. Et donc, la première, c'est à Hassin Saoud, où la mise en service est pour cette année. Donc, c'est une installation de 34,8 kW crête. C'est une installation qui fait de l'autoconsommation, où il y a un parc de batteries et de 48 kWh. Donc, en fait, le client a souhaité pour cette installation être complètement autonome sur son réseau électrique et surtout pour certaines charges élémentaires qui sont très importantes pour lui. Donc, il a mis en place ce parc de batterie qui est là pour prendre le relais le soir quand il n'y a pas de soleil. Donc, évidemment, la journée, c'est l'installation solaire qui fonctionne. Le soir, donc, c'est les batteries qui reprennent le relais pour alimenter ces charges-là. Deuxième installation, c'est une installation à Rélisène. C'est le même type de clients. C'est des clients assez exigeants qui ont un certain niveau de besoin à alimenter d'une façon élémentaire et sans aucune interruption. Le client a fait le choix aussi d'enlever carrément le groupe électrogène. Donc, du coup, on est venu mettre en place une installation solaire avec un parc de batterie couplé au réseau électrique pour permettre d'alimenter ces charges-là en permanence. Donc, la journée, le réseau solaire fonctionne. Le soir, c'est les batteries qui reprennent le relais. Et il y a toujours ce réseau conventionnel qui est là pour être en support. Donc, le réseau conventionnel devient un support sur ce type d'installation. Nous avons fait aussi une installation de ce type un peu plus petite chez un particulier qui lui aussi avait besoin d'alimenter certaines charges en autoconsommation avec ses batteries solaires. Là, on a mis en place une installation de 9,6 kWh avec ces batteries pour pouvoir alimenter les charges de la maison élémentaire. Je pense qu'on pourra maintenant prendre quelques questions avant de clôturer le webinaire. Première question, quel type de batterie résiste aux environnements poussiéreux type cimenterie? Alors, c'est une très bonne question et c'est l'un des sujets qui vont mettre en péril dans l'environnement la batterie si elle est mal protégée. Donc, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas tant la chimie de la batterie qui va déterminer sa capacité à résister à de la poussière, c'est vraiment tout ce qui est autour, tout ce qui est son enveloppe, comme vous l'a présenté Walid tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs niveaux d'enveloppe de cette batterie, de cette chimie, mais qui doit également pouvoir résister à de l'eau qui va aussi être ennuyant, des fortes températures, etc. Et pour un besoin cimenterie, c'est des grosses puissances avec parfois des grandes tensions importantes. Là, le lithium va être approprié. Mais encore une fois, on va étudier parce que le nickel-cadmium, le NIMH va aussi faire des très, très belles promesses. Encore une fois, selon l'environnement, la fonction qu'on veut attribuer à cette solution de stockage, si c'est du backup, si c'est de décrétage, s'il y a de la place, s'il n'y a pas de place. On aurait souhaité vous présenter également tout ce que vous avez compris sur les paramètres de choix d'une batterie. C'est sa durée de vie. Comment vous allez l'utiliser? Est-ce qu'il va y avoir des cyclages fréquents ou peu fréquents? Selon qu'on va l'utiliser régulièrement, donc solliciter la batterie régulièrement ou moins régulièrement, l'un des facteurs déterminants va être son autodécharge. Que se passe-t-il? Si vous laissez une batterie et qu'on ne la sollicite pas, eh bien, elle se décharge toute seule. En fonction de ce critère-là, et donc de vos besoins, c'est fondamental le choix de la batterie qu'on va faire. Ou alors, on devra gérer régulièrement la sollicitation de cette batterie artificiellement pour la charger et la décharger de façon à ce qu'elle ait un cycle et qu'elle puisse refonctionner régulièrement. Donc ça, c'est typiquement les batteries au nickel qui ont ces besoins-là, qui se déchargent très profondément.
Le lithium, comme vous l'avez vu, lui, il va avoir une profondeur de décharge et une autodécharge aussi avec des paramètres particuliers. Donc là aussi, en fonction de votre besoin, de l'environnement, de la poussière, de la température et de plusieurs autres paramètres, on ne va pas choisir les mêmes batteries. Le lithium, l'avantage, celle qu'on a choisie là, à vous présenter aujourd'hui, elle va se décharger jusqu'à 0 et elle va se recharger jusqu'à 100. Donc, c'est le coefficient dont vous a parlé Walid sur ces slides tout à l'heure, 1. C'est-à-dire que quand vous avez 100 kWh, vous avez vraiment 100 kWh disponibles. Ce n'est pas tout à fait le cas du plomb, même si le plomb s'est amélioré ces derniers temps. Le plomb, vous avez 100 de kWh disponibles, vous allez pouvoir prendre que jusqu'à 50. On peut pousser certaines jusqu'à 60, mais la batterie n'aime pas. Et je reprends souvent une expression d'un chercheur à l'INES qui nous disait « on ne tue pas des batteries, on les assassine » parce qu'on a besoin de laisser un certain nombre de kilowattheures disponibles dans certaines chimies. Le nickel-cadmium, comme je vous le disais, va se décharger rapidement tout seul, plus que d'autres. Donc, avant de l'utiliser, il faudra l'avoir rechargé un peu, mais il va très, très bien fonctionner dans des amplitudes thermiques très importantes. Donc, si on est dans le désert et qu'on a une utilisation très fréquente de cette batterie, alors oui, on va prendre du nickel-cadmium ou du NiMH. Le lithium, sa limite va être la plage de fonctionnement de la température. Tout ça, comme vous le disiez très justement, Zrol, c'est les paramètres que l'on va mettre dans notre modèle pour optimiser la durée de vie, votre retour sur investissement en fonction de vos besoins. On va venir avec 1, 2 ou 3 variantes et on va vous présenter de façon très transparente avantages, inconvénients, impact sur votre gestion, impact sur votre rendement. On est vraiment très fiers d'être partenaire de ces entreprises innovantes. Notre job, c'est de vous amener toujours les dernières innovations. Donc, Walid et Ramzi viennent d'être ils ont été formés en Allemagne début mars, avant le confinement. Sabrina et Mohamed vont l'être très prochainement. Et nous, notre job, c'est d'être toujours à la pointe de cette technologie parce que le marché avance très vite pour amener les solutions les plus adéquates dans un budget raisonnable à nos clients. On a travaillé il y a 6 ans avec Tesla. On avait regardé ce qu'ils étaient en train de faire. On a fait beaucoup de dimensionnement théorique. Bon, et on a eu quelques problèmes sur l'échauffement de leur batterie. Ce n'est pas tellement la techno, comme vous le disiez, Walid. On a des accumulateurs, donc sa fameuse tasse de thé. C'est l'électronique qu'il y a derrière qui va vraiment permettre de limiter les risques d'incendie, ce qu'il vous a présenté sur son slide tout à l'heure. Limiter le fait qu'on est en train d'assassiner cette batterie en la chargeant, surchargeant, déchargeant. Et typiquement, sur l'un des exemples que vous a pris Zrol, on a limité à 95% volontairement le taux de charge de la batterie parce que ça équilibrait le système électrique. C'était un besoin qui correspondait parfaitement aux besoins du client et ça permettait de préserver la batterie quelque temps. Donc, c'était une réponse un peu plus longue, mais encore une fois, pour vous montrer que on ne t'entend pas, Zrol. Oui, une réponse assez complète. Je pense que tu as répondu à la question et répondu à d'autres questions qui viendront après sûrement. Là, on a une autre question on nous pose la question, quel type de batterie on choisirait pour un site à Hassi Messaoud, aussi pour un site à température élevée. Voilà, alors selon qu'on soit en indoor ou en outdoor, si on prend Hassi Messaoud, si on est à l'extérieur, on va la mettre dans des armoires, il va falloir la ventiler, il va falloir faire en sorte que la poussière de Hassi Messaoud soit très bien protégée, mais en même temps, il nous faut des filtres pour la ventilation, donc ces filtres doivent être anti-poussière, on va la regarder régulièrement. Typiquement, nous, on ne mettrait pas du plomb à Hassi Messaoud, sauf si on est en intérieur et qu'il y a une clim dans laquelle il y a déjà une circulation de l'air, un maintien de la température en dessous de 25 et 30 degrés, alors le plomb peut répondre. Et de la même façon, qu'est-ce que vous voulez faire de cette batterie derrière? Si on est pour de l'éclairage qui va être en extérieur sur lesquels on ne veut pas de maintenance, non, on ne va pas mettre du lithium et on ne va pas mettre du plomb. On va mettre des solutions NiMH parce que les autres critères dont on aurait été passionné de vous parler qui déterminent aussi le choix de la batterie, c'est sa masse volumique, ce qu'on va appeler la densité énergétique, c'est-à-dire à quel point elle est compacte et à quel point elle va avoir une capacité à répondre rapidement.
Donc, il y en a vraiment certaines qu'on va complètement bannir pour Hassin et Saoud, qui a des amplitudes thermiques très importantes, des fortes chaleurs dès le mois de mai et de la poussière. Donc, pour ça, on va étudier selon qu'on soit en indoor ou en outdoor. Là, typiquement, notre client lui a mis du lithium et parce qu'on est en intérieur. Si on était en extérieur, encore une fois, et on a déjà fait Adrar, on a fait Algolea, on a mis du NIMH et ça fonctionne très, très bien. Merci Myriam. Autre question ou interrogation. Donc, normalement, le cycle d'une batterie est compris entre le SOC à 80% et le DO2 à 20%, et non pas à 100% et à 0%. Lydia, merci pour la question. Si c'est bien Lydia à laquelle je pense, je fais un petit Oui. clin d'œil également. Bienvenue. Oui, ça, c'est pas tout à fait juste en fait. Justement, c'est ce qu'on vous présentait, ça dépend de la chimie. Donc, le cycle d'une batterie est effectivement limité, comme vous l'a très justement présenté Sabrina tout à l'heure. Mais pour le lithium-ion, qu'on vous présente ici avec la combinaison de cette électronique, eh bien, elle va de 0 à 100 sans aucun problème. Et en revanche, le plomb, lui, il peut aller jusqu'à 40%, 60%. Donc, ça dépend vraiment de la chimie qu'on a. Mais nous, on le démontre tous les jours. On a fait plein de tests sur celle-ci, la Tesvolt, et sur d'autres, elles vont jusqu'à 0. Et elles se rechargent. Après, il y a le temps de charge, le temps de décharge, il y a beaucoup de paramètres. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on était très content de découvrir ces nouvelles technologies il y a 5 ans déjà, qu'on a éprouvé, qu'on a testé, sur lesquelles on s'est formé, on est senior partner. Tesla avait les mêmes limites, mais c'était lié à l'électronique encore une fois et à cette gestion intelligente que vous a présenté Walid avec ses tasses de thé. Oui, effectivement. Donc, ces paramètres-là dépendront de la technologie des batteries et ça variera d'une technologie à une autre. Quelle est la durée de vie de chaque type de batterie? Alors, on peut retourner, Sabrina, si vous voulez bien, sur le slide où on a présenté avec une source de l'Institut national de l'énergie solaire. Le CDER a fait pas mal de comparatifs aussi. Voilà. Là, on a présenté l'essentiel, mais il y en a beaucoup plus. Donc, le plomb, encore une fois, selon qu'on l'utilise tous les jours ou pas, selon qu'on le décharge totalement ou pas, ça joue là-dessus. Il a une durée de vie de 2 ans. Il peut pousser pour les meilleurs technoplombs à 3 ans ou à 4 ans. Mais 4 ans, c'est extrêmement rare, mais c'est parce qu'en fait, on parle de nombre de cycles, un cyclage complet. Le nickel-cadmium et le NIMH ont les durées de vie les plus longues, avec tout ce qu'on peut les challenger, tout le stress qu'on va leur faire. C'est les technologies qui ont les meilleures durées de vie, peu importe la température, peu importe le cyclage, ils résistent très très bien. Et c'est des technologies qui sont utilisées depuis très longtemps dans l'aéronautique par exemple, les sous-marins ou les avions. Vous savez que l'avion, il doit avoir plein de backups. Donc, bien sûr, ils ont des batteries embarquées. Pour une raison ou pour une autre, l'alimentation électrique ne se fait pas. Et là, ils résistent à des grandes pressions atmosphériques. Ils résistent à des grandes amplitudes thermiques, donc de moins 20 jusqu'à plus de 85 degrés. Ils vont être un peu plus chers que les autres, mais ils offrent un service et un rendement beaucoup plus intéressant. Là aussi, Sonatrach et d'autres utilisent déjà du nickel-cadmium. Le NIMH, on a déjà utilisé ces technologies-là en Algérie, le lithium-ion aussi. Donc, encore une fois, on va paramétrer et charger avec vous, en fonction de votre besoin et de l'environnement de la batterie, la meilleure technique. Merci Myriam. Une autre question par rapport à la maintenance des batteries. Alors, est-ce que ces batteries nécessitent de grosses maintenances ou pas? Donc, là aussi, très variable par rapport aux différentes technos. Nous, ce qu'on préfère, c'est quand il y a très, très peu de maintenance. Donc, le lithium-ion, le nickel-cadmium et le NIMH, vous dormez tranquille. Le plomb, il faut y aller plus régulièrement. Peut-être que Walid, vous voulez préciser un peu, que ce soit de l'OPZV, que ce soit de l'OPZS ou du gel. Il faut contrôler régulièrement l'acide, la température, etc. Et du coup, ça demande un peu plus de maintenance. Donc, c'est moins cher à l'investissement, mais il faut plus régulièrement les contrôler. Allez-y si vous voulez compléter sur ces opérations, Walid. Oui, effectivement, comme vous l'avez évoqué,
La maintenance et le contrôle des batteries va aussi, encore une fois, dépendre de l'application. Par exemple, dans un système backup, où on va dire rarement utiliser la batterie, eh bien, il faut de temps en temps, une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans, aller sur site et la décharger et puis la recharger, cycler au moins une fois. Ça dépend encore une fois des technologies qu'on utilise. Par exemple, pour le lithium, il nécessite cette opération pour réduire son vieillissement. Pour d'autres technologies, son autoconsommation va en fait le décharger très très vite. Et donc, il faut surveiller son état de charge pour qu'on ait toujours de l'énergie disponible en cas de souci. Donc, encore une fois, ça va dépendre de l'application, de l'environnement et de ce qu'on veut en faire. Il y a aussi des fois le contrôle des serrages des boulons, la poussière, la ventilation, tout ça, tout ça est très important pour une batterie. Merci Walid. Autre question, a-t-on la possibilité de voir l'état des batteries en temps réel? Alors là, c'est l'électronique. Allez-y, Walid, allez-y. Oui, on peut voir l'état de la batterie en temps réel grâce aux onduleurs. Par exemple, les onduleurs qu'on utilise SMA, grâce à leur plateforme, on va pouvoir voir l'état de la batterie, l'état de charge, comment elle se décharge, et ça en temps réel. Sur Tesvolt directement, en temps réel, on ne peut pas voir directement, mais c'est une évolution qui va très très vite arriver. Donc oui, on va pouvoir voir comment se comporte la batterie en direct. Merci Walid. Est-ce que Sunji a déjà réalisé des projets pour Sonatrach? Alors, on en a très envie. On n'a pas réalisé, mais on a fait beaucoup d'études avec différentes filiales. Et avec la direction générale, on a présenté ce qu'on était en mesure de faire. On a fait beaucoup d'études et de pré-études très précises avec Sonatrach. Et on est ravis parce qu'il y a un très, très bon niveau en face avec des questions très pertinentes et on voit qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc, on a travaillé avec la direction HSE, avec des filiales d'exploitation, avec des filiales sur la gestion des canalisations. Mais on continue et on est ravis de voir que ces sujets-là sont une priorité maintenant pour notre champion national. Et du coup, oui, on pense que dans un avenir proche, là, on va pouvoir concrétiser des choses avec eux, avec cette belle entreprise. Pour en revenir à ce que disait Walid sur tous ces aspects-là, vraiment, on est à votre disposition, on est passionnés, donc on ne compte pas notre temps pour répondre à vos questions. Ce n'était pas évident sur 1h30 de vous montrer vraiment tout ce panorama-là, mais c'était pour vous illustrer que c'est une démarche consciencieuse et rigoureuse de choix de batterie qui doivent évidemment répondre à des questions budgétaires, environnementales, de climatisation ou pas, de chaleur ou pas, de température. Et c'est dans tout cet environnement qu'on va choisir au mieux les batteries. Donc, Sunji a installé du plomb, on a installé du nickel, on a installé du lithium, on est capable de faire l'ensemble de ces technologies-là. On est en train d'avancer sur l'hydrogène, moi j'y crois beaucoup. Je me suis aussi intéressée au volant à inertie avec mes ingés et on aime ça. Voilà, on doit rester à la pointe de l'innovation, rester vraiment à nous suivre sur nos réseaux et sur ce qu'on publie parce qu'on est très régulièrement formés, on est membre de pas mal d'associations sur l'énergie, le stockage national et international et c'est un marché qui va très vite et qui est passionnant à suivre dans l'évolution. Merci Myriam. Moi, pour clôturer, donc, je voulais faire un petit sondage pour comprendre par quels moyens vous êtes connectés avec nous. Ça nous permet de rester en contact avec vous et de pouvoir communiquer justement sur ces différentes avancées, sur les prochains webinaires qu'on va organiser. On est en train de préparer une autre série de webinaires avec peut-être des
points un peu plus spécifiques sur le thème autoconsommation, stockage et éclairage. Et donc, ça nous permet de voir sur quel canal on devrait communiquer avec vous. Pour ma part, moi, je reste à votre entière disposition. Il y a mes coordonnées, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Mes collègues sont aussi disponibles pour vous répondre sur les différents réseaux. Il y a tous les coordonnées sur notre site web et n'hésitez pas à vous abonner sur notre page LinkedIn et de consulter notre site web. En cette période de confinement, donc on a fait le choix de mettre à votre disposition nos compétences et les compétences de nos ingénieurs pour pouvoir étudier vos besoins. Donc, si vous avez des projets à étudier et sur lesquels vous voulez faire une installation solaire, n'hésitez pas à nous envoyer les factures d'électricité ou un bilan énergétique. Nous l'étudierons, nous verrons ce qu'on peut faire en matière d'énergie solaire sur votre site et vous ferons même une préétude gratuitement sur cette période-là. Je vois que sur les différents moyens sur lesquels vous vous êtes connectés avec nous, c'était à travers LinkedIn. Donc, on accentuera nos communications sur LinkedIn pour vous permettre vraiment d'être au fait et de pouvoir nous suivre. Donc, abonnez-vous sur la page, sur notre page, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi d'échanger avec nous sur ces différents, toutes vos préoccupations. Pour terminer, je reçois des remerciements. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on arrive à être aussi dynamique parce qu'on a pas mal de questions. Il y a de beaux échanges. Ça nous passionne, donc on risque de ne pas s'arrêter de parler si on continue. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions, qu'on a pu échanger avec vous sur les différents thèmes élémentaires du stockage et j'en espère vraiment vous voir activement connectés avec nous pour pouvoir répondre à vos autres questions. Donc, je lance un dernier sondage pour voir votre satisfaction et pour voir ce qu'on pourrait améliorer sur nos prochains webinaires. Alors, on peut prendre une dernière question avant de clôturer. Donc, comment vous voyez le marché solaire en Algérie? Nous, on est des profonds optimistes. On est parfois un peu décalé, parfois en avance de phase, parfois en retard, mais on y croit. Et on y croit pour des raisons qu'on a envie de trouver logiques. La première, elle est économique. Je pense qu'on a tous compris, qu'on soit patriote ou pas, algérien ou même très amoureux de l'Algérie, on n'a plus le choix aujourd'hui que de garder notre énergie fossile dans nos sous-sols. Ben justement pour la vendre quand elle vaudra plus, parce que là, les prix se sont effondrés, peut-être pour la garder pour nos enfants, plus tard, nos futures générations, et parce que c'est évident qu'on a une énergie disponible, gratuite, l'un des meilleurs potentiels au monde. Desertec l'a montré avec ce tout petit carré dans le désert, enfin, c'est une évidence économique parce que le monde entier est en train de passer au solaire, l'Algérie aussi. Les prix diminuent et on a intérêt à optimiser nos ressources. Ce qui nous enchante aussi, c'est que la demande énergétique, elle a énormément cru ces dernières années. Elle a été multipliée par 2 entre 2010 et 2020 en Algérie, ce qui est énorme, qui est lié essentiellement au fait que cette énergie n'était pas très chère et donc elle a été et elle est encore gaspillée. Et bien là, je suis assez rassurée avec toute mon équipe de voir qu'il y a une conscience citoyenne. Et on ne le dit pas pour se faire plaisir, on est sur le terrain tous les jours, on l'entend. Beaucoup de nos clients ont cette envie de participer à la transition énergétique et au maintien des ressources fossiles et à la limitation de ces ressources fossiles. Et ils ont vraiment une sensibilité réelle et une action réelle pour limiter aussi la surconsommation en Algérie. Alors, est-ce que c'est l'État global? Est-ce que c'est général? Non, pas encore et pas assez, bien sûr. Mais cette prise de conscience, on la sent à Adrar, on la sent à Béchar, à Tiaret, à Rélizen. On voit vraiment que beaucoup d'acteurs économiques sont aujourd'hui prêts à faire ces économies, même si, sur leur portefeuille, parfois, aujourd'hui, ça leur coûte un peu plus cher. Ensuite, c'est une évidence technologique.
bien sûr, la technologie est prête. Elle répond à des besoins qui sont tout à fait éprouvés aujourd'hui. Donc, la source d'énergie solaire est rentrée dans le mix énergétique. Elle a des problématiques. La nuit, il n'y en a pas. Très bien, mais on sait y répondre avec de l'AC coupling et DC coupling. Donc, économique, de prise de conscience citoyenne et bien sûr technologique, on y va. Le gouvernement l'a compris, mais nous, comme d'autres acteurs, on est à la fois support et en même temps, on n'a pas attendu les normes, enfin le gouvernement pour pouvoir avancer. L'autoconsommation est permise en Algérie depuis 2002, donc il est tout à fait possible de produire et de consommer sa propre énergie. Et vraiment, les retours terrain que l'on a aujourd'hui nous permettent vraiment de croire que c'est l'énergie du futur, que son mix énergétique et que sa part dans le mix énergétique va être plus que croissant. Par contre, c'est un métier, c'est de l'électricité, donc il reste dangereux, hein, c'est des électrons solaires. Le courant continu est beaucoup plus dangereux que le courant alternatif. Donc, on appelle à une professionnalisation de cette filière. Il y a des acteurs qui sont extraordinaires, des investisseurs qui ont pris des risques en ouvrant des usines de panneaux solaires de très bonne qualité, des câbles, bon, les onduleurs pas encore, mais toute l'ingénierie d'installation, etc. C'est un très bel avenir. C'est promis un très bel avenir. Merci beaucoup, Myriam. J'espère vous voir pour les 2 prochains webinaires. Donc, demain, générateur solaire, après-demain, éclairage solaire. Merci de vous être connectés. Merci à mes collègues. Merci à toi, Myriam, Sabrina, Walid et Ramzi. Et donc, je vous retrouve, j'espère vous retrouver demain et après-demain avec nous. À très bientôt. Merci, bravo à tous. Merci. Merci à tous et à très bientôt. Voilà.